Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode de Demande à ta mère. Pour rappel, je suis Nathalie Dumont, pharmacienne de formation et passionnée de communication santé depuis plus de 20 ans. Et avec mon podcast, je poursuis l'idée de mettre à jour les connaissances des mères et des pères aussi, bien sûr, pour que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent bénéficier des meilleures informations en matière de santé féminine, et ce, sans tabou et en toute décontraction. Je suis généralement accompagnée d'un ou de plusieurs spécialistes pour aborder un sujet dans chaque épisode, et aujourd'hui, pour parler de l'influence de la pornographie sur la sexualité des jeunes et des jeunes filles en particulier, j'ai à mes côtés une voix que les auditeurs fidèles connaissent déjà bien. J'ai nommé Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Bonjour Coralie. Bonjour Nathalie. Alors, il y a longtemps que je ne vous ai pas posé une petite question sourire, dont vous n'y échapperez pas aujourd'hui. À votre avis, à qui allez-vous sourire aujourd'hui ? J'espère à mon mari. Ça serait pas mal si on se voit un peu. Et puis j'espère que je sourirai un maximum aux personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Et à vous déjà, ce serait pas mal. Voilà. Merci pour ce beau sourire. Avec plaisir. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, le porno, les jeunes et la sexualité, faut-il s'inquiéter ? Donc les sextos, le porno, l'hypersexualité, les photos coquines, le porno chic. On peut dire que le marketing, Internet et les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses sur le plan de la sexualité ces dernières décennies. Ce qui n'est peut-être pas sans poser problème chez les ados, puisque Internet et les réseaux sociaux seraient leur première source d'information. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou c'est un réel danger ? Je pense qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse. C'est que le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est leur nouvelle façon de fonctionner. Donc, on ne va pas pouvoir leur enlever ça. Mais c'est clair qu'il y a un biais. En psychologie, on parle de biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire qu'on va toujours se présenter mieux que ce que la réalité est. Donc, on veut être plus beau, plus fort, plus belle, plus attractive, plus attirante. Et donc, c'est pas la réalité. C'est comme Instagram, par exemple, le propose, c'est-à-dire faire des photos parfaites où on voit des filtres, etc. Et d'ailleurs, il y a eu tout un mouvement et il y a une application qui s'appelle BeReal et qui est anti-Instagram avec des photos qui se veulent spontanées. Alors bon, maintenant, ça a encore été ça a évolué, je dirais. Mais l'idée est là, c'est que, en effet, il y a la réalité et puis il y a finalement cette belle image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et donc, évidemment, par rapport à la sexualité également, c'est qu'on va en parler. Je pense que la sexualité sur les réseaux, sur les pornos, sur tout ce qu'on voit en termes de médias, c'est pas exactement la réalité, en tout cas. Mmh. C'est le gros biais, effectivement. Ouais. Alors, on voit dans plusieurs rapports que l'accès facile à l'information, en plus, ne réussit pas pour autant à faire passer les bons messages. Les idées reçues se multiplient, l'accès à la contraception reste encore problématique, alors qu'on a l'impression qu'il y a de l'info partout à ce sujet. Le sujet de la sexualité des ados reste un tabou dans notre société, et on voit bien que les adultes peinent toujours à leur en parler. Alors, souvent, ils préfèrent laisser le balado se débrouiller tout seul. Est-ce qu'on ne doit pas voir dans ce comportement une façon de se disculper un peu de son rôle d'adulte ? Je ne dis même pas de parent, mais d'adulte. Parce que c'est quand même précieux de pouvoir se sentir accompagné pour savoir comment affronter certaines situations auxquelles on n'a jamais été confronté encore. Et il n'est bien sûr pas question de s'immiscer dans l'intimité des ados. Donc, comment en faire en tant que parent ou en tant qu'adulte pour laisser la porte ouverte et être là, en fait, au bon moment ? C'est ça qui est difficile parce que c'est une période où le jeune a besoin justement de cette distance vis-à-vis de son parent pour se créer en tant qu'adulte. D'ailleurs, on pourra en rediscuter, mais c'est vraiment cette opposition même. Quand on parle de distance, dans certains cas, c'est vraiment même une lutte pour ne pas être comme son parent. Et donc, dans certains cas, justement, le fait de parler un peu trop de soi en tant que parent, ça peut être difficile. Donc, laisser la distance, ça a du bon, c'est même nécessaire pour les jeunes. Mais ne
ne pas vouloir être trop intrusif avec eux, peut-être aussi parce qu'on n'est pas à l'aise avec sa propre sexualité en tant qu'adulte. Et ne pas être trop intrusif avec le jeune, ça ne veut pas dire ne pas parler du tout. Donc c'est vrai qu'on en rediscutera. Il faut trouver le bon moment en fait pour en discuter avec son ado. Pour pouvoir faire passer des messages importants, je pense, sans être moralisateur, sans être négatif par rapport à la sexualité, mais en tout cas, essayer de passer des messages qui seront importants dans le futur. Et ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que on croit souvent que les jeunes d'aujourd'hui ont plein d'informations, que parce que dans les séries, on parle beaucoup de sexe, que les podcasts, les articles, etc., on parle beaucoup de sexualité. Je ne suis pas certaine, en fait, que les jeunes aient vraiment le mode d'emploi, comme on dit, les détails. Un peu comme, à l'époque, je pense que tout un chacun, en tant que jeune, a cherché à comment faire pour embrasser la première fois. Et justement, à l'époque, c'était des films ou des petites choses qui permettaient de savoir finalement comment s'y prendre. Et je pense que c'est pas différent aujourd'hui, en fait. Je pense que les jeunes ont besoin de ça. Il y avait d'ailleurs des émissions radio. Notamment, Love in Fun. Je sais pas si vous vous rappelez ça, mais moi, c'est mon époque. Donc, et j'écoutais très attentivement en cachette parce que ma maman ne pouvait pas entendre. Voilà. Mais voilà, oui, c'est tout à fait ça. Donc trouver des bons moments pour rebondir et pour prendre une occasion, je dirais, d'en parler de façon plus naturelle plutôt que de dire bon maintenant je vais te parler de... Et surtout, comme je le disais, c'est d'être à l'aise avec sa propre sexualité. Ça veut dire d'être vrai, authentique, de pas avoir l'impression d'être coincé quand on commence à parler de sexualité et de se rendre compte que, comme je le disais, c'est un sujet important, c'est même le sujet à ce moment-là de l'adolescence. C'est vraiment cette période de développement au niveau intime et c'est le sujet majeur en fait. Oui, c'est le focus du moment, ça c'est sûr. Oui. Est-ce que l'école aurait-elle un rôle plus neutre à jouer en matière d'éducation sexuelle alors ? Mais peut-être que l'école en effet pourrait jouer la carte, on va dire, de l'information sans tabou, sans gêne et sans distance surtout. Je pense que dans les écoles, il y a encore des erreurs qui sont faites, c'est qu'on parle pas assez tard, je dirais, de sexualité. C'est-à-dire que finalement, la sexualité, elle arrive vers 13 ans, on va dire que ça commence à être vraiment actif. Et donc, bien souvent, on parle de sexualité plutôt avant. Je pense qu'on pourrait revenir avec des informations plus régulièrement, en fait. Oui. Et je me demande jusqu'à quel point ça pourrait pas être intéressant aussi de les faire filles et garçons séparés. Parce que ça paraît idiot, mais à cet âge-là, justement, c'est vraiment, il y a beaucoup de gêne, il y a beaucoup de pudeur par rapport à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Il faut pas, je pense, obliger les jeunes à parler du sujet, mais simplement d'entendre, en fait, des informations cruciales. Et c'est vrai que les plannings familiaux jouent beaucoup le jeu là-dedans, mais il faut accéder à ces plannings familiaux et c'est pas toujours le cas. Donc je pense qu'il y a quand même encore des choses qui manquent et l'école pourrait être ce trait d'union avec les plannings familiaux et peut-être donc donner de l'information mais plus régulièrement, pas seulement un cours d'éducation sexuelle comme on dit, et pas à 12 ans seulement. Je pense que ça doit se faire plus tard. Oui, ça devrait suivre finalement l'évolution de la maturité aussi, puisque quand on parle de sexualité, on parle pas forcément tout de suite de rapports sexuels et de pénétration et de choses comme ça. Tout à fait. Donc il faut suivre, accompagner, et ce serait chouette peut-être que l'école s'ouvre à des plannings familiaux pour les inviter, plutôt que de donner ça dans un cours de morale où le prof est peut-être pas tout à fait à l'aise non plus. Et peut-être que ça doit pas être les profs justement habituels, parce que il y a peut-être des profs qui sont plus proches de leurs élèves, mais ça peut être vraiment une personne tout à fait extérieure qui vient donner l'information et qu'on verra plus jamais. Et c'est pas grave si on pose des questions qui sont très gênantes, parce que finalement la personne ne s'en souviendra jamais vu qu'on la reverra pas. On la reverra pas. Donc c'est bien. Donc l'école, peut encore faire pas mal de choses. Oui, je pense. Oui. Alors la question de ce podcast est de savoir s'il est normal finalement de recourir à la pornographie pour façonner l'éducation sexuelle des jeunes en 2023, parce que c'est un peu ce qui se passe. Oui, mais encore une fois, c'est la réalité, c'est leur réalité de jeunes. Au fur et à mesure des époques, des années, on a vu en fait une évolution, c'est-à-dire que je pense que le porno a toujours existé. Alors avant
c'était peut-être des magazines, c'est peut-être des accès qu'on avait plus difficilement, comme par exemple... Il fallait quand même prendre son courage à deux mains, aller chercher la cassette porno dans un magasin spécialisé. Et il y avait la possibilité de voir aussi des films porno, justement, si on avait le câble ou des choses comme ça. Donc, à l'époque, c'était Canal+, à mon époque à moi. Donc, c'était vraiment des difficultés pour accéder à la pornographie. Mais de tout temps, je pense que les jeunes ont eu besoin de ça. Et finalement, on diabolise la pornographie ici aujourd'hui en disant que c'est un problème. Je dirais que c'est pas idéal. Donc, il y a une partie de la pornographie qui peut être intéressante, qui peut aider les jeunes, justement, à comprendre comment ça fonctionne, etc. Ça peut aider les jeunes aussi à cette période de leur vie où, plus les garçons que les filles, mais on espère que les filles aussi se masturbent, mais les garçons, ils se masturbent beaucoup. Et c'est vrai que la pornographie les aide justement à évacuer ces tensions, cette pulsion finalement sexuelle. Donc, c'est finalement un petit coup de main, une aide, hein, c'est le cas de le dire, le petit coup de main. Mais c'est de l'aide finalement au niveau on va dire de la décharge. Mais je dirais que le porno a quand même un côté positif dans le sens où c'est leur façon à eux de comprendre finalement la sexualité. Alors, pas idéal, on le sait. Il faut leur rappeler que ce sont des scénarios, que ce n'est pas la réalité, que ce sont des acteurs, que, encore une fois, évidemment, dans les pornos, les hommes et les femmes ont l'air d'être infatigables, toujours extrêmement beaux. C'est pas toujours le cas. On peut pas toujours avoir une érection. Ça, c'est le problème pour les garçons qui vont croire que l'érection est omniprésente. C'est pas le cas. Et les filles, justement, ont l'air, dans ces pornos, très intéressées par la sexualité et surtout capables d'avoir des orgasmes à répétition et systématiquement. Donc, encore une fois, c'est se rappeler que c'est des scénarios, en fait, que c'est pas la réalité. Oui. D'autant que la pornographie a quand même évolué aussi avec l'évolution de la société. Elle est sans doute plus violente, ou en tout cas, elle véhicule des messages beaucoup plus hard et plus biaisé, j'ai envie de dire. Donc cette violence dans le porno, c'est peut-être ça qui est aussi très confrontant pour le jeune qui, pour la première fois, comme tout le monde, va voir des images qui vont être marquantes. Oui, hard, comme vous dites, hard, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus seulement de la pornographie entre un homme et une femme qui font de la sexualité, mais de manière, comme vous dites, un peu plus sauvage. C'est vraiment un accès à toute forme de sexualité. Donc, ça veut dire des sexualités hommes-femmes, et puis entre hommes, entre femmes, à plusieurs, et finalement aussi dans des situations qui sont parfois violentes. On a du sexe anal, du sexe oral. Il y a vraiment une image qui peut être très crue, et certains jeunes vont dire d'ailleurs que c'est choquant, que c'est traumatisant. En tout cas pour un premier visionnage. Mais c'est vrai que cette pornographie a évolué, c'est-à-dire que comme maintenant sur le net on a accès à tout, c'est vraiment il y a un accès qui est illimité à des images qui sont pas filtrées. Et je pense que là aussi, il faut rappeler que les parents, pour que ça n'arrive pas trop tôt, du moins, et peut-être pour filtrer un tout petit peu, peuvent avoir jusqu'à un certain âge ce qu'on appelle la surveillance parentale. Donc il y a ça sur les applications. Quand vous allez justement laisser votre jeune regarder sur le net, ça peut être intéressant justement de bloquer certains sites et qu'il ait à demander en fait aux parents d'avoir accès s'ils le souhaitent à certaines choses. Évidemment, il ne vous demandera pas d'aller regarder sur les pornos, il trouvera d'autres moyens, mais au moins c'est déjà un tout petit peu filtré, et voilà, que ça peut les protéger déjà un tout petit peu du moins, d'une certaine façon. Alors on dit souvent que cette consommation pornographique biaise, voilà un beau lapsus, biaise aussi le développement des jeunes et des jeunes filles en particulier, du fait de l'hypersexualisation des filles et des femmes qu'on voit dans beaucoup de produits pornographiques où la femme est vraiment présentée comme un objet, et pour les garçons, on leur demande, et vous le disiez tout à l'heure, une surperformance, une virilité accrue, ce qui met une pression dingue aussi sur ces ados en disant moi je dois être comme ça, sinon j'aurai jamais de succès, quoi. Ça ira jamais. Oui, il y a vraiment cette influence, de cette représentation sexiste en fait des relations intimes. C'est vraiment l'homme qui doit être performant et qui donne, qui va faire jouir, donner du plaisir à sa compagne.
et la femme qui est soumise, qui vient accueillir et qui doit un peu accepter tout et n'importe quoi aussi. Donc oui, il y a vraiment ce problème finalement de ce qui est transmis par le porno et qui n'est pas la réalité, on le rappelle encore une fois. C'est de nouveau le rôle aussi du parent à des moments adéquats, c'est-à-dire à des occasions peut-être qui s'y prêtent, quand on a par exemple une information, je sais pas moi, dans les médias, ou bien quand un jeune, le jeune commence à parler de quelqu'un d'autre, ou bien relate une expérience. C'est le moment parfois de rebondir sur le fait plus largement que les pornos, c'est pas la réalité, et il y a plein d'autres choses qui ne sont pas la réalité. Donc quand on parle un peu de manière plus générale, on peut parfois biaiser, décliner un petit peu l'information et dire que c'est comme les pornos, c'est pas la réalité. Il y a des tas de choses qui sont des fictions, qui sont des scénarios. Mais une chose est certaine, c'est que ce dégoût, comme je le disais tout à l'heure, ce dégoût, cette peur en fait que les jeunes peuvent avoir, elle est réelle en fait, et elle est problématique dans le sens où justement les jeunes filles, elles sont quand même de plus en plus sensibilisées à la cause féminine, si je puis dire, au fait d'oser, on en a parlé dans d'autres podcasts, c'est oser parler du plaisir féminin, oser parler de ces règles qui ne sont pas gênantes, des choses comme ça. Et là en fait on revient un peu en arrière en fait. Tout ce qu'on a pu réussir à faire depuis les années 70, finalement, c'est un peu comme si on revenait en arrière, et que cette hypersexualisation et surtout le porno qui biaise un peu tout ça, revenait en arrière, recommençait à infantiliser, rabaisser la femme à son niveau, comme vous le disiez tout à l'heure, d'attente, quoi. Exactement, une attente. Qu'on lui offre ce plaisir. On est de nouveau dans quelque chose qui n'est plus du tout égalitaire. Donc oui, il y a un réel problème, et cette pression, surtout pour l'un, pour l'autre, en fait, d'être dans cette position qu'ils n'ont pas. Parce que les garçons aussi, ils ont cette pression d'avoir une érection, d'être performants. Et moi, j'ai quand même en consultation régulièrement des jeunes qui disent, mais très jeunes, donc à 20 ans, j'ai des problèmes d'érection. J'ai des problèmes d'érection à 20 ans, c'est quand même quelque chose qui n'est pas compatible a priori. En tout cas, il n'y a rien au niveau à moins qu'il y ait vraiment un problème mécanique, mais ça doit être exclu en premier. Mais généralement, c'est psychologique, quoi. C'est des jeunes qui ont peur, en fait. Ils veulent être au top. Ouais, après, ça a toujours été, mais oui, là, oui, c'est bien sûr. c'est peut-être exacerbé. Oui. On y reviendra d'ailleurs aussi sur ces conséquences en fait sur les filles. Oui. Mais je voulais passer d'abord par la case de l'âge où le groupe et les pairs fixent la norme, évidemment, chez l'ado. Et ça oblige certains ados, en tout cas, à consommer du porno pour faire un peu comme les autres. Quoi, t'as jamais vu de film porno ? Si, bien sûr, j'en ai vu. Et de reproduire ce qu'ils y voient pour être dans le coup. Ou en tout cas de dire qu'ils le reproduisent, même s'ils ne le font pas. Et on voit qu'une des influences majeures de cet accès facile à la pornographie, c'est le biais qu'elle induit, notamment chez les jeunes filles, on vient de dire, qui sont vraiment hypersexualisées, infantilisées, instrumentalisées. Et pour leur éviter de tomber dans ce piège, est-ce qu'il existe un contre-pouvoir ? Et si oui, est-ce qu'il est suffisamment visible ? Vous parliez de féminisme, ou en tout cas d'égalité. Est-ce que les ados font bien le lien, justement, entre tout ça ? Je pense qu'il y a quand même, de nouveau, sur les réseaux sociaux, on peut trouver de tout. Et je pense qu'il y a quand même ces actions, ces militantes féministes, et donc des actions dans ce sens, des organismes qui, et entre autres, on connaît tous MeToo maintenant, qui se bat pour respecter la liberté des femmes, et surtout protéger les femmes par rapport aux violences commises par les hommes, violences qui peuvent être parfois minimisées. On pense que en référence au porno, que c'est quelque chose d'ok, de normal, et en fait pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de reproduit par ce qu'on a vu dans les images, mais qui n'est pas du tout ok. Il y a un mouvement comme ça qui s'appelle le slut shaming, je crois, un truc comme ça. Et ça, c'est l'idée que
on va culpabiliser en fait les filles de s'habiller trop sexy. Donc la jupe amène à être voilà, trop provocante et donc à être touchée ou à être embrassée ou à être approchée, alors que ça veut rien dire en fait. On peut juste porter une jupe et que ce soit ok. Mais ce serait l'idée que finalement les femmes sont responsables des actes des hommes. Donc on minimise, on va dire, la réaction des hommes. On dit que c'est tout à fait normal. En fait, on ne la remet pas vraiment en cause. On jette l'opprobre sur les femmes en disant mais c'est vous qui êtes trop sexy ou aguicheuse. Oui, complètement. Et on ne demande pas aux hommes d'apprendre à contrôler leurs pulsions. C'est d'ailleurs étonnant ce qui vient de se passer là, à la Coupe du Monde de football des filles, où l'entraîneur, dans un accès de joie, a embrassé sur la bouche une des joueuses espagnoles, et ça fait un tollé parce que on lui a pas demandé son avis. Ah ben non. Exactement. Donc c'est une sorte de violence aussi. Mais c'est constant, hein. Ce que vous décrivez, c'est une chose, mais il y en a plein d'autres, des exemples. Donc c'est un peu comme si justement, parce qu'on était une femme, et surtout si on est une femme un peu trop sexy, un peu trop mignonne, eh bien on peut tout accepter, tout recevoir de la part d'un homme. Donc oui, à l'excès, on va dire, on peut espérer que ça ne soit pas généralisé, mais certaines personnes, en tout cas, peut-être trop populaires, un peu trop médiatisées, vont avoir tendance à outrepasser, on va dire, les règles. On l'a vu, il y a énormément maintenant d'accusations aussi d'actes de viol, parfois même, en tout cas d'attouchement sur des femmes par des gens célèbres, en tout cas des gens en tout cas médiatisés, connus, populaires, et un peu comme s'ils se donnaient tous les droits, cette toute puissance, on va dire. Donc ce contre-pouvoir dont je parlais dans la question, il est du côté plutôt des femmes et des hommes qui supportent aussi, qui soutiennent ces mouvements. Je pense qu'il faut, plus normaux. Il faut surtout en parler. Je pense qu'il faut peut-être décortiquer et en parler plus souvent, que ça existe en fait, que ces comportements ne sont pas anodins et qu'il faut, il faut parfois mettre les sous-titres, j'allais dire, souligner que ça, c'est pas acceptable en fait. Ce genre de comportement, c'est pas ok. Et oser le dire et oser le commenter. Tout à fait. Mais je pense que sur les réseaux, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent avoir accès à ce genre de choses et qui vont pouvoir réagir par rapport à ça. Ouais, clairement. Mais il faut encore avoir la maturité suffisante en tant qu'ado de faire ce lien entre tout ça, puisque c'est aussi la position de la femme dans la société, le respect qu'elle a envie qu'on lui témoigne, et la sexualité qui est encore de l'ordre plus intime, surtout à l'âge où on a peut-être d'autres rêves justement qui concernent la sexualité, les rapports rapport amoureux avec des sentiments, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais dans les pornos il n'y a pas souvent de sentiments, voire il n'y en a pas du tout. Alors il y a des très beaux pornos, il faut peut-être, comme je le disais, pas diaboliser, il y a des choses qui sont jolies, mais voilà, c'est pas toujours la réalité, donc c'est toujours scénarisé, c'est une réalité, mais c'est vrai que les femmes et les garçons aussi, les filles et les garçons, les femmes et les hommes sont des romantiques, quoi qu'on en dise. Oui, tout à fait. Et ça n'a pas tellement changé. Non, ils sont toujours avec des premières relations assez tardives, si je puis dire. Donc 17 ans, pour certains parents, ça va les inquiéter. Mais 17 ça n'a pas changé c'est pas depuis des décennies. C'est tardif, en fait. Voilà, exactement. Et je pense qu'ils vont d'abord commencer par justement utiliser le porno parfois pour la masturbation, pour se découvrir et peut-être pour faire des mauvaises découvertes, on est d'accord, mais justement en tant que parent c'est important de recadrer en disant que ça ce sont des scénarios en fait, au même titre qu'un film, une série, ce n'est pas la réalité. Et voilà, il faut trouver le moment juste pour en parler, mais c'est vrai que c'est en tout cas le rôle d'un parent de le rappeler que c'est pas la réalité. Même si on aimerait bien, je pense qu'on a tous, je pense que depuis toujours, on a tous besoin d'imaginer, petit, on a des rêves comme ça de princesse quand on est une petite fille, de super-héros quand on est un petit garçon, et puis après, à l'âge de l'adolescence, on a des idoles en fait. On a, à l'époque, c'était plus des chanteurs, maintenant ça va peut-être plus être justement des youtubeurs, comme on dit, des instagrammeurs, mais on a tous besoin en fait de croire en quelqu'un, de suivre en fait un quelqu'un qui va nous inspirer en fait. Oui. Peut-être que les livres pourraient reprendre un peu de leur place aussi, parce qu'il y a aussi eu de la littérature pornographique ou érotique, et ça permet peut-être de prendre un tout petit peu plus de recul, parce que l'imaginaire est sollicité aussi.
Ça pourrait être sympa, oui. Je ne sais pas si tous les jeunes sont là-dessus, mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, ils sont plus sur leur téléphone, sur leur smartphone, et c'est plus facile à consommer. Ça serait chouette. Mais ça pourrait être une inspiration, en tout cas pour les parents. Alors, je voudrais encore juste insister sur cette hypersexualisation des filles, parce qu'il y a des études qui montrent que c'est quand même pas sans conséquences sur leur mental en tout cas, et il y a des effets négatifs sur le fonctionnement cognitif, sur la santé mentale, sur la sexualité, sur le comportement en général et les croyances. Et j'ai été très étonnée en fait de voir à quel point ça peut être important, et on voit que on n'en parle pas forcément non plus quand on est confronté à toute une série de choses comme ça, mais on peut déceler des comportements qui peuvent interpeller, comme des comportements sexuels plus risqués, ou bien la présence de troubles alimentaires, des cas de dépression, une faible estime de soi ou une baisse des résultats scolaires. On voit d'ailleurs que certains symptômes ressemblent à ceux dont souffrent les filles et les femmes qui ont été agressées sexuellement. Est-ce que on minimise l'agression culturelle que subit la nouvelle génération de filles dans notre société ? Mais je pense que de nouveau, on devrait plus en parler, et qu'il y a qu'une minorité de la population qui est sensible à cette question. Je pense que c'est dommage. En tout cas, voilà, là, on a l'occasion d'en parler grâce à ce podcast, mais c'est important que les mamans, les papas de ces jeunes se rendent compte. Et ces jeunes, ici, notre audience, ce sont des ados, mais en réalité, c'est peut-être même plus tôt. On parle de plus en plus d'hypersexualisation de la société en général, donc la sexualité un peu partout. Le porno chic, complètement. On en parlait dans. Elle apparaît partout, donc vraiment dans les objets de la vie courante, à la télévision évidemment, dans les médias, etc. Mais aussi chez les tout petits, les toutes jeunes, on va dire, les petites filles qui ont des petits t-shirts avec parfois des mots un petit peu particuliers, ou bien par exemple, elles s'habillent vraiment comme des petites madames, comme des petites madames, mais très sexy en fait, et qui ont parfois des positions quand elles prennent des photos, qui sont celles de femmes justement matures et qui sont à l'aise avec leur sexualité. Donc ça veut dire avec un peu trop d'avance, voire beaucoup d'avance. Vu que ça, c'est vraiment vers déjà 7-8 ans, on peut voir apparaître des comportements sexuels chez des petites filles qui ne sont pas du tout à même de comprendre quoi que ce soit à ce sujet. Donc même dans les petites poupées, il y a certains articles qui traitent de ça, les poupées sont de plus en plus sexy. En fait, à l'époque, Barbie était déjà très sexy pour son époque, c'est-à-dire qu'elle avait des hanches, elle avait une belle taille, beaucoup de poitrine. Mais aujourd'hui, on est même dans quelque chose de sexy au niveau de l'habillage, donc très court, les barésies, les talons. Donc il y a quelque chose, peut-être qu'il y a plus qu'avant, je dirais, même si ça, encore une fois, ça a toujours existé. Mais je pense que plus que jamais, il y a une sexualisation qui apparaît dans les jouets, dans, je vous disais, la vie courante. Donc, je pense que les parents doivent être à même de se rendre compte de ça, qu'ils doivent mettre des limites très jeunes pour les jeunes enfants, les remettre régulièrement à leur place, leur rappeler que ce sont des petits enfants, des petites filles, des petits garçons, et qu'ils auront bien le temps en fait de faire la découverte de tout ça plus tard. Et puis pour les jeunes en fait, c'est de comprendre en fait que toute cette influence peut-être qu'ils ont depuis toutes ces années a biaisé leur vision des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, sans doute que les filles, on le dit souvent, elles se maquillent plus rapidement, elles ont des attitudes justement plus adultes. Quand elles ont 14 ans, on a l'impression qu'elles sont en dernière année en réto. C'est impressionnant parfois. Et donc là, c'est de leur rappeler que de nouveau, c'est chouette, elles aiment peut-être bien ça, mais de nouveau de mettre des limites parce qu'elles n'ont pas la maturité qui devrait accompagner ce genre d'artifice parce que forcément ça induit des comportements masculins. Ça va marquer sur la tête de la fille si elle a 14 ans ou 18 ans. Et ça induit des comportements masculins pas du même âge en fait. C'est-à-dire que les petites filles de 14 ans, ce seront pas les petits garçons de 14 ans. Non. C'est pas des petits enfants, c'est déjà des ados. Mais ce seront pas les ados garçons de 14 ans qui seront intéressés par ces filles de 14 ans. Ce seront justement les garçons de réto, ou voire même qui sont déjà plus hauts, donc qui sont déjà en école supérieure ou à l'UNIF, ou même encore plus âgés, parce que justement
c'est en décalage total en fait avec ce qu'elles sont, et donc elles ne sont pas toujours dans la compréhension de ce qu'elles envoient en fait. Et donc c'est vrai qu'en tant que parent, c'est compliqué de pas les rabrouer trop, mais d'un autre côté de rappeler que on veut les protéger. Donc, Mais c'est un discours qu'on entend beaucoup moins qu'avant, je trouve, cet accompagnement pas à pas. Tu as le temps de devenir une jeune fille, tu as le temps de devenir une jeune femme. Prends le temps, parce qu'en fait, chaque pas vers cette sexualité et cette vie amoureuse, il a son importance, évidemment. C'est sûr, il y a une campagne comme ça de Yapaka, donc qui est une prévention contre la maltraitance, justement, et qui est donc à l'occasion du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui organise en fait une campagne d'affichage à propos d'une petite fille et de son choix de cadeau pour ses 8 ans. Et donc, il y a des soutiens-gorge, des choses vraiment d'adultes. Ouais. Et puis, il y a finalement le petit vélo, en fait, qui est peut-être plus adéquat. Et donc, on leur dit vraiment, en tant que parents, laissons-les grandir, finalement. Laissez-les grandir. Et donc, que chaque âge, a son développement psycho-affectif, comme on dit. Et donc, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Donc, gare au marketing qui nous manipule aussi. Oui, c'est sûr. Ouais. Nous poursuivons notre sujet du jour consacré à l'influence du porno sur la sexualité des jeunes filles avec Coralie Deladrière, psychologue et sexologue à Bruxelles. Alors Coralie, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour parler sexualité avec son ado ? Je pense à la discussion froide, bon viens, faut que je te parle, on va se mettre à l'écart. Et aussi, est-ce que parler de soi et de ses expériences, est-ce une bonne idée ? On voit aussi beaucoup d'ados qui disent toujours « Non, je préfère pas savoir ». Ils préfèrent même pas imaginer, et on peut peut-être les comprendre. Donc, comment on fait ? Je pense qu'il n'y a pas de nouveau de manière type de bien faire. C'est du cas par cas, il faut le sentir. Mais une chose est certaine, c'est que le côté frontal dont vous parlez, il marche pas du tout. C'est hyper intrusif et le jeune va juste se fermer comme une huître. Donc, il vaut mieux au contraire, comme je le disais tout à l'heure, peut-être au décours d'une autre discussion, aborder le sujet. Donc, parfois même, c'est le jeune qui va aborder la question. Je parle souvent du fait qu'un jeune, quand il est en voiture, il n'est pas c'est ma déformation professionnelle, mais on n'est pas en lien direct au niveau visuel. Et donc, ça veut dire qu'il peut regarder partout ailleurs, et donc il flâne un petit peu dans ses pensées et dans son expression. Donc, il va peut-être parler plus simplement, plus ouvertement de certaines choses, tout simplement parce que sans contact visuel, il se sentira moins jugé. Et donc, quelque part, il oublie un peu que c'est son papa ou sa maman qui est à côté. Et donc, c'est pas plus mal parfois. Donc là, c'est une bonne manière. Donc ça, c'est un peu un petit conseil que je donne moi, mais de manière générale, je dirais qu'on doit parler pas seulement de la sexualité, en fait. Avec son jeune, on doit pouvoir parler de tout, et c'est vrai qu'alors, ce sera plus facile de parler de sexualité. Et donc, de parler d'un sujet, je vais dire, de la vie courante, et de peut-être amener après à dévier la discussion à un moment donné ou à un autre sur la sexualité, sans, et de nouveau, avec ses gros sabots, comme on dit, non, vraiment avec souplesse. Mais donc, le fait, c'est vraiment de parler de tout. Après, je pense que vraiment, il faut jamais parler de soi et de ses expériences. S'il y a bien une chose qui est importante au niveau de l'adolescence, c'est que le jeune ne doit pas avoir d'exemple de son parent. Il y a cette distance nécessaire pour se construire. Donc, je vous le disais tout à l'heure, en opposition. Mais plus que ça, c'est que par rapport à sa propre sexualité, il a besoin de se constituer, en fait, de sentir cette intimité et de ne pas justement avoir de lien avec son parent. On parle de pensée incestueuse, hein, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut encore apparaître. Donc dans cette définition, on va dire, de sa sexualité, c'est encore un enfant qui devient adolescent et qui devient adulte. Et donc quand on commence à parler de sexualité, de sa propre sexualité, tu sais, avec papa c'est comme ça, surtout pas, c'est vraiment quelque chose qui va commencer à le perturber, voire même vraiment à le dérouter totalement. Donc généralement on ne parle pas de soi, au contraire, on parle de manière générale de sexualité. On parle pas de sa sexualité non plus, d'ailleurs.
Ouais. Ça, c'est intrusif aussi. Donc, je pense que c'est la sexualité en général. Et puis, il y a beaucoup de parents qui sont un peu gênés d'utiliser des mots crus, je dirais, des mots de vocabulaire qui sont ceux du jeune, en fait. Donc, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. c'est vraiment, c'est le plus important. Et peut-être un dernier truc, c'est, je l'ai déjà souvent dit, mais d'être à l'aise avec sa propre sexualité aide justement à être juste et vrai dans la transmission à l'autre, et donc, par exemple, à son ado. Mais il faut pas être moralisateur, parce qu'il y a un moment donné où le jeune il parlera plus, en fait. Si vous commencez à dire c'est dangereux ce que tu fais, ou bien il y a des agresseurs partout, il faut vraiment se protéger, cache-toi, tu ne sortiras pas, ou des choses comme ça, ou bien de parler de manière beaucoup trop intense des risques au niveau des maladies sexuellement transmissibles. Voilà, c'est important. Il ne faut pas non plus générer une peur inconditionnelle. C'est sûr. Oui. Et je suis bien d'accord que, par exemple, dans les pornos, il y a un vrai problème, c'est que tous ces acteurs, ils sont la plupart du temps sans préservatif, et donc ça donne pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'exemple que voient les jeunes, ça donne pas un bon message, mais en tant que parent, peut-être que ça ne vaut pas la peine de tout le temps reparler de ça. Il faut parler de positif. Donc une sexualité positive, ce que ça apporte d'épanouissant, quoi. Je rebondis sur le fait, si le parent n'est pas à l'aise avec sa propre sexualité, il vaut mieux rester, je dirais, honnête et dire, écoute, moi je ne sais pas t'en parler, mais va plutôt en parler à ta tante, ta grand-mère, qui va t'aider, enfin l'orienter vers un autre adulte qui sera plus à l'aise avec le sujet. Complètement. Ouais. Ça me fait penser tout de suite à quelque chose, c'est que mon mari, systématiquement, quand les enfants parlaient de sexualité, il disait « Ah, il faut demander à Coralie. » Je ne sais pas. Voilà, demande à ta mère. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment voilà. Il faut parfois, transmettre, demander à quelqu'un d'autre, mais de faire ce lien. Et parfois, en fait, tout simplement, il y a des sujets qui sont plus faciles à discuter avec quelqu'un qui n'est pas, c'est difficile en tant que maman parfois, mais qui n'est pas la maman, ou qui n'est pas le papa. Voilà, mais il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter. Et je pense que c'est important pour l'adolescent de se sentir libre, de pouvoir discuter ouvertement, et donc peut-être pas avec son parent. Oui. Par contre, en ce qui concerne le partage d'expérience ou de son histoire, c'est pas pour ça que plus tard, la fille ou le garçon ne sera pas intéressé de lui-même à savoir, mais tiens, toi, ça s'est passé comment? Et donc, c'est plutôt laisser venir ces questions au bon moment quand ils ont cette curiosité, parce qu'ils peuvent l'avoir aussi, mais ne jamais, en tout cas, la forcer pour éviter de parler que de soi, en fait. Oui, ça c'est une certitude, pas parler que de soi. Il faut faire quand même attention parce que bien sûr que ça peut être de la curiosité du jeune et ça peut être intéressant dans certains cas, mais quelque part, faut rappeler que on n'est pas l'ami de son fils ou de sa fille, et donc c'est parfois important quand même de garder. Je vois quand même en consultation régulièrement des personnes qui parfois sont beaucoup plus âgées, mais qui ont dit avoir été impactées par l'information concernant la sexualité de leurs parents. C'est-à-dire que ils ont eu trop d'informations, soit au niveau sonore, parce que ça s'entendait de manière très intense, soit vraiment au niveau justement des détails que donnait une maman ou un papa, et qui a eu un impact, je veux dire, délétère sur leur propre sexualité. Donc je dirais que de manière générale, moi je suis plus à dire gardons ça pour nous, et chacun a son intimité. Et voilà, et c'est sûr que c'est important de pouvoir discuter, mais peut-être à minima, sans trop de détails. Voilà. Alors, par rapport à la pornographie, justement, quel est le discours à tenir? On l'a déjà dit tout à l'heure, il faut vraiment leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de réalité, au même titre que ce qu'ils voient en ligne dans les jeux vidéo ou au cinéma, dans les films de science-fiction ou avec les effets spéciaux. Je veux dire, c'est scénarisé, c'est pas la vraie vie. C'est un scénario qui met en scène des acteurs, donc ces acteurs avec tout ce qu'il y a comme effets spéciaux, donc comme aide pour donner l'illusion que justement, et c'est très difficile parce qu'il faut faire accepter que les jeunes ne comprennent pas souvent, c'est
les acteurs porno, bien souvent, ils ont des injections de prostaglandine qui sont des médicaments pour tenir l'érection, avec parfois des conséquences importantes, parce qu'une érection qui est maintenue pendant des heures pour une prise de vue, ça n'a rien de romantique, ça n'a rien de sexy. Et ça peut même être très douloureux. Et ça peut être très douloureux. Et c'est ça exactement, justement, qu'il faut rappeler, c'est que il y a vraiment tout autour de ce scénario, déjà un fantasme, parce que vous allez voir dans les pornos, c'est une déclinaison de fantasmes de différentes personnes qui ont scénarisé ces fantasmes et qui vont répondre à certains fantasmes que le jeune va avoir, que tout un chacun va avoir, mais parfois pas. Donc il y a des pornos qui ne répondront pas aux fantasmes de certains. Et c'est OK, en fait. Ça aussi, c'est d'accepter que finalement, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, la pornographie, c'est intéressant pour certains, tout en étant conscient, évidemment, de cette scénarisation et que ce n'est pas la réalité, mais que le fantasme, ce n'est pas le même pour tout le monde, en fait. Et donc, il y a un peu à boire et à manger, on va dire. Et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, rappeler que c'est scénarisé, c'est rappeler aussi que ce qu'on voit pour les femmes, par exemple, qui ont des orgasmes à répétition ou déjà un orgasme, c'est déjà super, en fait. Voilà. Et il faut le dire, en fait, que toutes les femmes n'arrivent pas à avoir un orgasme et que dans ces pornos, il y a une espèce de croyance que c'est d'office le cas. Et donc, on fait croire aussi aux garçons, aux hommes, qu'il y a d'office des orgasmes chez les femmes. Ce n'est pas le cas systématiquement. Donc ça aussi, ce sujet-là, il doit être ouvert. Le fait que, justement, il y ait des pornos qui soient avec des pénétrations anales aussi, ce n'est pas sans douleur. Ce sont des informations qu'on donne pas souvent. Et pourtant, la pratique peut être agréable pour certains couples. Mais elle nécessite certaines adaptations. Donc tout ça, ça n'est pas visible en fait dans les pornos. Ça a l'air d'être si simple, si facile. C'est pas le cas en fait. C'est pas systématique. Et pareil au niveau de l'éjaculation, tout ça, la plupart du temps, c'est du faux comme on dit. C'est du faux. Et le faux, c'est difficile à accepter parce que les jeunes peuvent parfois penser que c'est du réel et que eux vont aussi avoir des orgasmes, vont aussi avoir des éjaculations comme celles qu'on peut voir dans les pornos, mais c'est pas la réalité. Ça nécessite bien souvent des médicaments et des effets, en effet, spéciaux, comme on dit. Très bien. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il faut pas diaboliser la pornographie, mais plutôt apprendre aux jeunes à la consommer avec du recul. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Force est de constater tout de même que dans toutes les époques, il y a eu des débordements, c'est vrai, mais il y en a encore aujourd'hui. Et il y a aussi une possibilité justement d'avoir accès à la pornographie et que ce soit de manière modérée. Alors il y aura évidemment, comme je le disais, des gens qui vont toujours avoir besoin de plus de pornographie. Et c'est vrai que si ça devient quotidien et que ça commence à manger vraiment les activités scolaires, les activités professionnelles et de loisirs, là, ça devient inquiétant. Donc, les parents doivent s'inquiéter, justement, s'ils comprennent qu'il y a quelque chose dans ce sens, ou si les jeunes se rendent compte que ça commence à prendre trop de place. Oui, ça peut vraiment être addictif. Ça peut être addictif, mais la plupart du temps, ça peut être juste une période de leur vie, ou une période, finalement, de leur semaine, de leur mois, on va dire, qui est une activité récréative, mais toujours dans cette connaissance de... la limite, ce qu'on voit dans la pornographie, avec, comme on le disait, cette inégalité homme-femme, n'est qu'un scénario et ça n'a pas ce n'est pas la réalité, quoi. Dans la réalité, on peut avoir des sentiments, de la douceur, de la bienveillance pour son conjoint, sa conjointe et son partenaire. C'est sûr. Alors, c'est sans doute le plus difficile à faire comprendre aussi aux jeunes qui se sentent suffisamment informés que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont prêts ou qu'elles sont prêtes à composer avec avec une certaine réalité. Et c'est là où justement le contrepoids que peut apporter le parent ou l'adulte, puisqu'on parlait de l'adulte et pas forcément du parent en début de cet épisode, c'est là où on a un rôle fondamental à jouer en tant qu'adulte.
Oui, souvent, en fait, les mamans, les papas aussi, parce qu'il y a les papas qui sont très protecteurs avec leurs filles. On peut voir qu'ils sont souvent à vouloir les enfermer pour toujours, toute leur vie à la maison. Tu ne sortiras jamais. Parce que ça fait référence au comportement que eux peuvent avoir par rapport aux filles. Mais ils ont peur, en fait. Ils ont peur. Ils savent très bien que les hommes sont des loups. Voilà. Donc, non, mais c'est pour rire, mais c'est vrai que les papas sont souvent plus protecteurs, mais les mamans le sont quand même. Et finalement, je pense que de nouveau, je disais, il faut faire confiance aux jeunes. Ils nous montrent dans les études qu'ils sont conscients, par exemple, que la pornographie peut être problématique, que ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup d'études qui montrent quand même que ils ont conscience de ça, que c'est un exemple qu'ils aiment bien regarder, justement, que c'est intéressant. Certains trouvent ça complètement dégoûtant, de tout temps. Voilà, les gens ont pu parfois trouver ça dégoûtant, d'autres appréciaient. Mais donc, ils en sont conscients, c'est que ça fait partie de leur éducation sexuelle, mais pas que, et que justement il y a tout un versant émotionnel. Je pense vraiment, pour le vivre régulièrement en consultation, alors évidemment c'est biaisé en tant que sexologue, mais que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même dans le romantisme, sont quand même dans la douceur. On parle beaucoup de sexualité, mais derrière ils sont tout petits en fait, ils sont tout petits à l'intérieur, ils se posent 1000 questions. Il faut peut-être aussi faire attention à pas trop les inquiéter, dans le sens où, justement, on parlait tout à l'heure des associations MeToo qui sont hyper prudentes dans les messages qu'un garçon peut transmettre ou les comportements qu'il peut avoir. Je pense qu'il y a certains garçons qui ont même peur, en fait, d'être trop, un peu agressifs, on va dire, trop direct avec une jeune fille. Il faut pas les coincer non plus, il faut pas les arrêter non plus. Donc, c'est trouver une juste mesure, je dirais, entre le fait de vouloir séduire quelqu'un et de s'y prendre mal parce que c'est une des premières fois, et finalement être dans une espèce de violence ou d'accès au corps de l'autre, de la jeune femme, comme si c'était acquis, que c'était ok. Il y a une nuance à apporter. Je pense que et est-ce que justement ces nuances, elles peuvent être apportées par des discussions entre les ados eux-mêmes, parce que finalement ils peuvent être modérateurs de leur propre comportement, si vraiment ils en parlent de façon réelle, parce que c'est plus facile de mettre des messages sur les réseaux sociaux que de se réunir à 10 et au cours de la conversation de parler de ça. Oui, c'est sûr. Mais sur les réseaux sociaux, vous le verrez, beaucoup de mamans le remarquent, c'est que ils sont très directs en fait. Ils sont généralement c'est pas gentil en fait. Sur les réseaux sociaux, je dirais qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup c'est très cash. Les jeunes se disent vraiment les choses telles qu'elles sont, crûment, droites, sans détour. Et donc c'est compliqué, je dirais, d'avoir la possibilité de discuter de ce genre de choses. Après, je crois que ça vaudrait vraiment la peine, mais de nouveau, ils sont à une période de leur vie où déjà ils sont pas à égalité en termes d'âge, donc au niveau de l'évolution. Je vous disais tout à l'heure, la maturité des jeunes filles de 14 ans par rapport aux garçons de 14 ans, c'est pas du tout ça. Donc les 14 ans sont plus ou moins avec on va dire 18 ans, donc les jeunes filles de 14 ans avec des garçons de 18 ans. Et donc quelque part, c'est compliqué en fait de les confronter par rapport à ça. Ils sont pas à égalité du tout au niveau du développement. Mais ça pourrait être super intéressant, de pouvoir les refaire parler ensemble et de pouvoir leur faire réaliser ce que c'est en fait finalement. Je pense que ça existe déjà. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui aiment bien faire ça. C'est sur les radios. On parlait tout à l'heure des radios, des petits podcasts, mais aussi en radio, de parler de ce qui les intéresse, des questions qui se posent et de confronter finalement les questions-réponses. Mais il faut un modérateur, je pense. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit encadré. Oui, il faut que ce soit encadré. Eh bien, merci beaucoup, Coralie. C'est vrai qu'on pourrait encore parler du sujet plus longuement, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et il est clair que, pour avoir ce genre de conversation avec ses enfants, il faut rebondir sur les meilleures conditions et s'appuyer aussi sur une relation de confiance et une complicité qui a été installée depuis des années. C'est pas parce que son enfant a 15 ans que on va installer cette relation en disant maintenant je dois te parler, quoi. Ça c'est à éviter. Et donc aucun adulte ne doit non plus aller contre nature s'il ne le sent pas, parce que les conséquences pourraient être pires. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouvera très vite pour aborder de nouvelles thématiques de santé féminine sans tabou. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'ajouter vos petits commentaires parce qu'on aime beaucoup ça. Et visitez aussi notre blog Demande à ta mère
pour avoir un complément d'information. Merci et à bientôt. Au revoir Coralie. Oh là là.